Est-ce qu'une constitution peut être révisable? Selon les raisons, parce que même toute une révision constitutionnelle doit être motivée. Si c'est le président, il doit le motiver. Le gouvernement doit être en mesure de motiver sa décision. Pareil pour chacune des chambres du Parlement, mais aussi le peuple. À quel moment doit-on réviser une constitution? Soit par les référendums. Et les référendums, c'est un mode d'exercice de la souveraineté par le peuple, mais qui est directement lié à une sanction de la Constitution. Du bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo. Maître Freddy Nyangwile. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko o abetela yango c'était. Ezali likambo ya président de la République te. De partout vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique où nous allons parler d'un nouveau sujet. Il est constaté dans beaucoup de pays depuis la période 2022 à 2024, surtout sur le continent africain, des décisions des hommes politiques, des chefs d'État de pouvoir modifier la Constitution ensemble avec les parlements, le Sénat. Quel est le regard que l'on doit porter sur cette volonté à pouvoir choisir à un moment donné de changer la Constitution? Quel est le but? Quelle est la réponse sur le plan politique ou social du fait de changer cette Constitution? C'est pour cela que nous allons échanger avec Maître Freddy Nyangwile depuis l'État de Missouri à Saint-Louis pour pouvoir comprendre les objectifs dans le changement d'une constitution. Maître Freddy Nyangwile, nous vous saluons depuis où vous vous trouvez à Missouri, plus précisément dans la ville de Saint-Louis. Je vous salue, mon frère Katende. Maître Nyangwile, la première question, qu'est-ce que l'on peut comprendre par une constitution? La constitution, c'est la loi des lois, c'est la loi mère, c'est la loi suprême qui régit d'une part les institutions politiques d'un État, mais aussi les droits et libertés des citoyens qui sont appelés à vivre dans cet État-là. Donc, il y a toujours une constitution qui est la loi suprême et qui, à son tour, est accompagnée par des lois qui viennent réglementer différents secteurs de la vie en société, mais ces lois doivent être prises en conformité avec la Constitution qui imprime les lignes maîtresses, les grandes lignes de la vision que se donne un peuple par rapport à sa gestion au quotidien. C'est ce que je peux dire de manière ramassée. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre programme depuis les États-Unis d'Amérique où nous sommes en connexion avec l'État du Missouri, plus précisément dans la ville de Saint-Louis où nous recevons pour vous Maître Freddy Nyangwile.
De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en train de parler de la motivation par rapport au changement de la Constitution. Maître, nous commençons avec cette question. Est-ce qu'une Constitution peut être révisable? Nous répondons par l'affirmative, c'est-à-dire que toute Constitution peut subir une révision à un certain moment. Et les sources qui nous amènent, nous juristes, à fonder cela, je vais prendre rapidement des sources. La première, c'est une source sociologique qui fait qu'en fait, la Constitution, elle est née de la volonté du peuple de ne pas vivre dans le désordre, de ne pas vivre dans une sorte de jungle. Voilà pourquoi le peuple s'organise et renonce à une certaine partie de leur liberté qu'il confie à des institutions ou à des personnes, des institutions politiques ou à des personnes qui sont appelées à gérer leur situation et au peuple d'obéir et de respecter parce que cela part de leur propre volonté. Si nous allons dans la source sociologique, et cela est tiré dans les principes dans un adage latin qui dit « ubi societas, ibi ius ». Là où il y a la société, nécessairement, il doit y avoir une norme, il doit y avoir une loi qui réglemente la vie des individus ou des citoyens dans une société. Et partant du principe que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, il s'est fait que cette œuvre, lorsqu'elle est créée, cette loi mère, lorsqu'elle est donnée à un peuple, à un certain moment de l'histoire, en fait, c'est une loi qui fait des projections par rapport au vécu quotidien d'un certain peuple. Et c'est ce qui fait que ces projections peuvent être confirmées à la longueur du temps, tout comme ces projections peuvent être infirmées. Lorsque ces projections sont confirmées, la loi demeure. Lorsqu'elles sont infirmées par rapport à certaines réalités, la loi mère est appelée à s'adapter. Et cette adaptation ne se fait pas sans les hommes. Il faut qu'il y ait des hommes qui puissent initier, et c'est là et que le peuple aussi accompagne ses dirigeants dans cette allure-là. Ça, c'est sur le plan sociologique. Alors, sur le plan juridique, chaque constitution est révisable et les conditions de révisitation se retrouvent toujours dans la Constitution elle-même. Vous comprenez? Si nous prenons par exemple notre Constitution, vous trouverez qu'à l'article 218 de notre Constitution, qui est la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi de 2011 portant révision de certaines dispositions constitutionnelles, vous verrez qu'il y a tout un titre, je pense que c'est le titre 7, qui parle de la révision constitutionnelle. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un sujet tabou. Comment garantir la légitimité d'une révision constitutionnelle? Soit nous sommes en temps de crise ou il n'y a aucune crise. Merci pour la question. En fait, cette révision-là, c'est une révision qui est cadrée par la Constitution elle-même, comme je le disais. La Constitution elle-même prévoit les conditions dans lesquelles elle peut être révisée. Et je vous ai renvoyé à notre Constitution du 18 février 2006 qui parle de la révision constitutionnelle et offre à cette partie tout un titre qui part, titre 7, je pense, qui part de l'article 218 et suivant. Alors, cette révision-là, organisée par la Constitution elle-même, est sujette à des limites. Il y a des limites constitutionnelles qui sont liées au temps ou à la matière. Donc, les contraintes ou les limites à une révision constitutionnelle peuvent être temporelles, tout comme matérielles. Les limites temporelles, je parle de notre Constitution de
6, elles sont liées à certaines situations qui interdisent la révision constitutionnelle. Donc, on ne peut pas réviser la Constitution pendant les temps de guerre, les temps d'urgence, l'état de siège ou encore lorsque les parlements dans ces deux chambres, l'Assemblée nationale ou le Sénat, se trouvent être empêchés de siéger valablement. Voilà une limite qui est liée au temps. Lorsque le pays est sous l'état d'urgence, sous l'état de guerre, de siège, lorsque les deux chambres du Parlement se trouvent être empêchées de siéger valablement, on ne peut pas réviser la Constitution. Ça, c'est une limite dans notre Constitution. Mais il y a aussi, ça fait partie de l'article 219, mais plus loin, il y a l'article 222 qui donne également des limites par rapport aux matières. Les matières qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Alors, ces matières, je crois, sont peut-être pas au nombre de 7. Je peux rapidement voir dans ma Constitution qui est ici. Oui. Donc, les matières qui ne peuvent pas faire l'objet, ça fait partie de l'article 220 de la Constitution. Je vous les cite. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Maître, parlant des limites, nous voyons les amendements constitutionnels, hein, la Tunisie, le Pérou, la Turquie, l'Hongrie, la Zambie, vous avez Congo-Brazzaville et d'autres pays, même le Rwanda, où certains amendements ont amené à renforcer le pouvoir exécutif. Ainsi, ma question, les amendements constitutionnels visant à renforcer le pouvoir exécutif respectent-ils les principes de séparation de pouvoir et de démocratie? Maître Freddy. Oui, la séparation de pouvoir n'est pas à confondre avec la révision constitutionnelle. En fait, la séparation de pouvoir, c'est un principe qui a été monté illustré par Montesquieu dans son célèbre ouvrage que l'on appelle L'Esprit des lois, où il parle de la trilogie de la séparation des trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, qui doivent être chacun indépendant, mais en même temps interdépendant. C'est-à-dire chaque pouvoir avec une mission bien précise, le pouvoir législatif étant chargé de légiférer, c'est-à-dire de créer les lois, le pouvoir exécutif étant chargé d'exécuter ces lois-là, et le pouvoir judiciaire ayant la noble mission de surveiller la régularité de l'exécution des lois, ou en bref, de dire le droit quand il le faut. Alors, par rapport à la révision, vous avez cité un nombre de pays qui ont fait des révisions constitutionnelles, et la crainte, selon à tirer de votre question, est-ce que cela n'étant-il pas, ou ce n'est pas un moyen de renforcer le pouvoir exécutif, ou cela ne va pas à l'encontre avec les principes de la séparation? Nous disons que la révision constitutionnelle n'est pas à confondre avec les principes de la séparation de pouvoir, qui est clair comme nous venons de rappeler cela. Mais maintenant, par rapport à l'exécutif et les conséquences, la souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple, il est souverain. C'est lui le souverain primaire. C'est lui le peuple qui détermine dans quelles conditions on peut revoir une constitution. Donc, si nous prenons, par exemple, notre constitution, je viens de vous rappeler les temps qui peuvent faire en sorte qu'on ne refuse pas, qui interdisent la révision constitutionnelle, et les matières qui, en réalité, ne peuvent pas être révisables. Ces questions-là, donc cette constitution, il s'agit d'une constitution qui a été votée au référendum. Donc, en fait, c'est une initiative des autorités, mais qui devient finalement le produit du peuple à partir du moment que cette constitution est votée au référendum. C'est-à-dire le peuple l'endosse et ça devient la loi du peuple. C'est comme si
dans les langages courants, c'est le peuple lui-même qui se donne la loi, c'est le peuple lui-même qui est le rédacteur de sa propre constitution lorsque cette constitution est passée au référendum. Donc, vous verrez qu'il y a les matières que le peuple lui-même a laissé la liberté de réviser. Et les matières qu'on ne peut pas réviser, bon, de manière claire, pour être beaucoup plus précis. Donc, en dehors des matières qui font objet de limites, les matières que nous venons de citer dans l'article 222, toutes les autres questions qui sont réglementées dans cette constitution sont révisables. Mais pourquoi à un certain moment, ce sont les hommes politiques qui viennent à l'assaut pour inciter la population au référendum afin de pouvoir donner aux politiciens, aux dirigeants, la possibilité de pouvoir changer la constitution? Parce que vous-même, vous dites que c'est la volonté du peuple. Pourquoi le peuple lui-même ne peut pas se lever un jour pour dire révisons, mais c'est seulement une initiative découlant souvent, pour la plupart du cas, des hommes politiques? En fait, comme je vous ai dit, la révision constitutionnelle est prévue par la Constitution elle-même, mais également les initiateurs de la révision sont prévus dans la Constitution. Donc la Constitution cite nommément les catégories ou encore les personnes qui peuvent initier une révision constitutionnelle. Et dans cette catégorie-là, il n'y a pas le peuple dans le sens normal. Je vais vous citer, ça se trouve dans l'article 218 de la Constitution, où il est écrit clairement: l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment, suivez-nous bien, appartient concurremment à des personnes suivantes ou institutions suivantes. Premièrement, au président de la République. Donc, le président de la République peut initier une révision constitutionnelle. Deuxièmement, le gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, peut également initier la révision d'une constitution. Troisièmement, chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres. C'est-à-dire, nous avons un Parlement bicaméral avec des chambres. Nous avons l'Assemblée nationale appelée chambre basse et le Sénat appelé chambre haute. Donc, que ce soit le Parlement, c'est-à-dire que ce soit l'Assemblée nationale comme le Sénat, c'est-à-dire à la moitié de leurs membres. Nous avons une Assemblée nationale avec plus ou moins 500 députés. Donc, la moitié, 250, mis ensemble, peuvent initier une révision constitutionnelle. Le Sénat, pareil, le Sénat comprend 108 membres, donc vous faites 108, je sais, ça vous donne, je crois, 59, peuvent initier une révision constitutionnelle. Et enfin, les quatrième, c'est une fraction du peuple, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition. Donc, 100 000 personnes, le peuple, 100 000 mis ensemble, peuvent signer une pétition, c'est-à-dire récolter les signatures pour aboutir, en fait de compte, à une révision constitutionnelle. Donc, les dispositions constitutionnelles sont là. Je vous ai cité 4 catégories de personnes qui peuvent être à la base de l'initiation d'une révision constitutionnelle. Maintenant, chacun, c'est-à-dire chacun est libre selon les raisons, parce que même toute une révision constitutionnelle doit être motivée. Si c'est le président, il doit le motiver, il doit dire le pourquoi. Si c'est le gouvernement doit être en mesure de motiver sa décision. Pareil pour chacune des chambres du Parlement, mais aussi le peuple. Vous voyez? Donc, il n'est pas exclu que le peuple le fasse si le peuple le ferait en réunissant 100 000 signatures à travers une pétition. On peut toujours examiner. Et maintenant, là, tel que nous sommes là, chacun, en fait, utilise et peut utiliser sans exclure l'autre. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes en connexion entre le Missouri et l'État du Texas, où nous recevons pour vous Maître Freddy Nyangwile Tumba depuis la ville de Saint-Louis.
De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Maître Freddy Toumba Nyangwile qui nous parle par rapport à la Constitution parce que vous le savez, c'est la question d'actualité. Quand est-ce qu'il faut reviser? C'est de cela que nous sommes en train de parler. Maître Freddy, nous passons à cette seconde question. À quel moment doit-on réviser une Constitution? La Constitution est révisable à tout moment, il n'y a pas de limites. Les limites qui sont en fait organisées, ce sont les limites qui sont liées à certaines situations qui interdisent formellement la révision de la Constitution. C'est lorsque le pays est en guerre, lorsque le pays est dans un état d'urgence, lorsque le pays est dans un état de siège, comme actuellement le pays est dans une partie est dans un état de siège, pas tout le pays. Donc, il y a la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri qui sont sous l'état de siège. Et puis, nous avons également, lorsque les deux chambres du Parlement se trouvent être empêchées de siéger. Ce sont là les contraintes qui excluent la révision constitutionnelle. Mais en dehors de celle-là, la Constitution est révisable à tout moment. Mais seulement l'initiateur de la révision doit motiver. Et si cela rencontre l'assentiment du peuple, il y a pas, on passera finalement à la révision. Mais maître, comme on le voit en Afrique, même en Russie, nous avons constaté cela, où Vladimir Poutine a changé la constitution par rapport au nombre de mandats. Vous avez le Rwanda qui l'a fait. Est-ce que s'il n'y a pas une définition d'un timing permettant à changer la constitution, est-ce que cela n'ouvre pas la porte à un coup de tête où le pouvoir en place, où certains dirigeants se disent, bon voilà, nous allons changer parce qu'il n'y a pas de moment bien défini pour le faire, sauf en cas d'exception? En fait, il faut toujours partir du fait que les autorités ou les gouvernants qui gèrent le peuple au quotidien, ils vivent, il ne faut pas les mettre dans une relation d'inimitié permanente. En fait, pourquoi on organise les élections? Nous organisons les élections dans chaque pays pour donner la possibilité au peuple de voter ses dirigeants, de mettre en place et les institutions, mais également les animateurs de ces institutions-là. Et une fois que ces personnes sont votées, bénéficient de la volonté du peuple de le voir être géré pendant un certain temps, ces autorités-là ont un mandat du peuple d'agir au nom et en leur compte. Vous comprenez? C'est comme cela que lorsque, par exemple, le président de la République initie, il initie en vertu du mandat que le peuple lui a donné pendant le temps où lui est président. Vous comprenez? Et voilà pourquoi, lorsqu'on l'organise, le peuple aussi, en réalité, à travers son président, à travers son parlement ou son gouvernement, accepte parce que c'est une volonté. En fait, c'est le peuple qui a voté. Et en votant ces dirigeants-là se sont qui parlent au nom et pour le compte du peuple. Et si le peuple n'est pas d'accord, le peuple peut se faire manifester sa désapprobation par rapport à une révision, par rapport à une situation qu'il ne rencontre pas. Et tout cela est organisé par la Constitution et les lois. On parle de la liberté de manifester. Par contre, c'est ça le contrepoids. Nonobstant le fait que le peuple ait voté et donné mandat aux dirigeants, il se fait qu'en droit constitutionnel, il y a un adage important qui dit « Homo homini lupus », l'homme, c'est un loup pour l'homme. C'est un adage qui explique le fait que tout dirigeant, même régulièrement voté, une fois à la commande, a toujours tendance à aller un peu plus vers les excès. Et les excès peuvent être tempérés par un peuple à travers la reconnaissance de cette liberté de manifester et de réunion. C'est-à-dire le peuple qui n'est pas d'accord avec ses gouvernants a des voies d'expression. C'est pour cela que dans une société, il n'y a pas que des organisations politiques, mais il y a aussi ce que nous appelons les organisations de la société civile, les organisations des droits de l'homme. C'est à ces organisations-là, lorsqu'elles estiment que cette révision-là, elle est tendancieuse ou elle ne va pas profiter au peuple, d'encadrer le peuple pour dire, voilà, la Constitution vous reconnaît les voies et moyens, lorsque vous n'êtes pas d'accord, de vous manifester. Et la population peut se manifester par des pétitions, la population peut se manifester à travers des réunions, à travers des manifestations publiques,
pour dire sa désapprobation par rapport à une décision prise par une autorité allant dans le sens de changer la Constitution. Donc le peuple va s'exprimer et si le peuple n'est pas d'accord, les dirigeants qui bénéficient du pouvoir qui est tiré du peuple peut en ce moment-là s'asseoir et réfléchir pour dire peut-être que l'option que nous avons prise, elle n'est pas la bonne. Donc, il y a cette dialectique-là qui doit exister entre, d'une part, le gouvernant et le gouverné. Si les gouvernés ne sont pas d'accord, ils se manifestent et ça permet, en fait, au gouvernant de trouver un cadre de concertation, soit pour s'expliquer et amener le peuple à comprendre les biens fondés. Et si le peuple persiste ou ne comprend pas les biens fondés, ça amène l'autorité initiatrice de la décision ou de la révision de renoncer à son projet parce que le peuple n'est pas d'accord. Donc, on ne peut pas, en fait, limiter le temps ou juger les autorités avant même qu'il n'ait, parce que, vous savez, en réalité, c'est quoi? Pourquoi on parle de la notion de l'autorité? C'est un mandat que le peuple donne à une catégorie de personnes appelées dirigeants de réguler leur sort, d'agir en leur nom et pour leur compte. Vous comprenez? Mais en agissant, cette action doit être menée conformément dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Voilà pourquoi, même quand on parlerait d'une révision, et ça ne doit pas tellement choquer, mais il faut que cette révision-là puisse être évoquée d'abord dans le cadre de la Constitution, parce que ce soit une autorité habilitée à initier une révision constitutionnelle, si elle le fait dans le respect de la Constitution, ce n'est pas mauvais, mais elle doit motiver les raisons qui poussent à cette révision. Et le peuple doit soit accepter ou ne pas accepter. Quelle est, selon vous, la bonne procédure de la révision d'une constitution, Maître Fredin Toumba Niangoulé? Le Parlement est constitué des représentants du peuple. Voilà pourquoi, quel que soit l'initiateur de la révision constitutionnelle, tout cela, les bien fondés est soumis à un débat au niveau du Parlement. Et si le Parlement arrive à travers un vote à la majorité absolue d'accepter, c'est alors que l'initiative peut être acceptée et passer à cette révision. Donc, ce n'est pas une révision intempestive. Et c'est que nous devons comprendre que les députés ou encore les sénateurs qui forment notre Parlement, ce sont des personnes qui ont été votées par le peuple. Vous comprenez? Ce sont en quelque sorte les gardiens du temple de la démocratie, des gardiens du temple du peuple. Ce sont eux qui voient les intérêts du peuple. Voilà pourquoi l'on dit, quelle que soit la révision, qu'elle vienne, par exemple, du président de la République, elle sera soumise à l'examen à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui doivent se prononcer, chacun en ce qui le concerne, à la majorité absolue de ses membres. Et ça, c'est en ce qui concerne la révision constitutionnelle pour la procédure. Le référendum est la conséquence de la souveraineté nationale. Donc, un État, par rapport à la souveraineté, cette souveraineté appartient au peuple. Voilà pourquoi on appelle le peuple comme étant le souverain primaire. Alors, ces peuples-là exercent la souveraineté comment? Par lui-même, à travers l'élection ou encore à travers les référendums. C'est un mode d'expression du peuple, ou encore à travers ses représentants. Donc, le peuple, je reprends, exerce la souveraineté nationale. C'est une appartenance, c'est une appropriation du peuple, mais qui, pour l'exercer, peut le faire par lui-même à travers le vote. C'est-à-dire, lorsque le peuple s'en va voter ses dirigeants, il est en plein exercice de la souveraineté qui lui appartient. Tout comme ça peut passer par les référendums, c'est également l'exercice de la souveraineté par les peuples directement. Tout comme le peuple peut exercer cette souveraineté à travers ses représentants. Et en ce moment-là, on parle du Parlement. Bon. Revenons maintenant à la souveraineté exercée directement par le peuple lui-même. C'est soit par le vote, soit par les référendums. Et les référendums, c'est un mode d'exercice de la souveraineté par le peuple, mais qui est directement lié à une sanction de la Constitution. C'est-à-dire, il y a certaines matières, par exemple, qui sont limitatives. Et comme le peuple, dans sa souveraineté, n'a pas de limites, le peuple peut,
passer par les référendums où les autorités peuvent initier un référendum et inviter le peuple par rapport à une constitution, par rapport à une révision donnée. Si nous sommes dans les matières qui ne sont pas révisables, parce que nous avons vu les matières qui ne sont pas révisables. Alors, les matières qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision, elles peuvent toujours le faire autrement, c'est-à-dire par les référendums. En ce moment-là, on invite les peuples à se prononcer parce que le peuple étant souverain, il ne peut pas être limité par un instrument qu'il lui-même a initié. Vous voyez, comme je vous avais dit, la Constitution de 2006 a été votée au référendum. Le peuple s'en est approprié, le peuple a donné son cutus et son sceau. Le même peuple ne peut pas être empêché de revenir pour encore se prononcer à travers un référendum. Mais évidemment, ça ne sera pas au peuple d'organiser. Bien sûr, c'est souvent initié par les autorités qui, lorsqu'ils veulent aller au-delà des matières limitatives, en ce moment-là, il faut avoir une permission du peuple. Il faut que le peuple se prononce. Vous comprenez? Et si le peuple n'est pas d'accord, comme nous avons dit, le peuple a des canaux, il a des voies par lesquelles il peut s'exprimer et tout cela est réglementé dans la Constitution. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes en connexion entre le Missouri et l'État du Texas, où nous recevons pour vous Maître Freddy Nyangwile Tumba depuis la ville de Saint-Louis. Révision constitutionnelle, bonne chose ou mauvaise, nous sommes en train de changer avec notre participant dans ce programme. Beaucoup dans la société attribuent au président de la République démocratique du Congo des tentatives de pouvoir changer la constitution. Lorsqu'il était dans l'opposition avec l'UDPS, cette constitution les convenait. Est-ce que c'est juste? Est-ce que le président Félix Tshisekedi a ce droit aussi de pouvoir interpeller la population congolaise à pouvoir se poser des questions sur ce qui ne va pas dans la constitution congolaise? C'est pourquoi Nakosi Lisa, Nalikambo Yoboyoki, Nungu Nungu, Oyo, Bazali Koloba, Likambo ya révision, to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangi sabino te banamboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda o ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete.
ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona que makambo misusu oyo esengeli ye atala, oyo ya peuple te lokola ya ba mandat. Mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te. Mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga. Merci pour la question, M. Katende. En fait, pour poser cette question, vous avez évoqué un passé récent du président actuel qui serait dans l'opposition. J'aimerais nous inviter à ne pas être nostalgique. Donc, un dirigeant politique qui était dans l'opposition, qui passe au pouvoir, il voit les choses autrement. C'est-à-dire, lorsqu'on est en dehors des institutions, on a une certaine vision de choses. On voit les choses par rapport à son statut actuel. Fils-t-il de l'opposition ou de l'opposant? On est opposant, on voit les choses d'une certaine façon. Et lorsqu'on accède au pouvoir, on change de statut et on voit encore des choses d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il ne voyait pas? Il y a des choses qu'il ne voyait peut-être pas dans l'opposition et qu'il voit dans le pouvoir. Vous comprenez? Mais maintenant, la question est celle de savoir, est-ce qu'il a ces pouvoirs-là? La Constitution lui donne-t-il le pouvoir d'initier une révision? Nous disons, la Constitution reconnaît au président de la République ce pouvoir-là, d'initier. Mais une initiation ne veut pas dire l'aboutissement. Vous comprenez? Il y a toute une procédure à suivre. On peut avoir pensé initier, mais être empêché en cours de route parce que le peuple n'adhère pas ou le peuple n'accepte pas. Vous comprenez? Et si le peuple accepte, il va accompagner les autorités ou l'autorité en question vers l'aboutissement erré de cette révision. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais encore que ce soit les présidents ou je sais pas, les gouvernements, toutes ces personnes, catégories de personnes qui ont de la Constitution le pouvoir d'initier une révision constitutionnelle, il est difficile de commencer à juger des intentions des personnes. Il faut peut-être laisser que cette personne-là formalise d'abord cette initiative-là. Si elle est formalisée, c'est à travers sa requête qu'on connaîtra les matières pour lesquelles il pense faire réviser. Et les présidents peuvent venir, donc soyons modestes, ils peuvent venir avec une... Mais est-ce que dans la Constitution congolaise, il y a des dispositions qui posent problème? Selon vous, est-ce que vous pouvez aussi déceler des difficultés, des articles, des dispositions qui posent problème pour le bien-être de la population congolaise ou du bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo? Je ne veux pas que je sois dans une posture pour dire que je suis pour l'un ou l'autre. Moi, je suis un analyste. Je partage ma connaissance par rapport à la question qui est donnée. Évidemment, la Constitution est une œuvre humaine, mais lorsqu'on voit la Constitution dans sa mise en place, il y a certaines questions, certaines matières qui demandent qu'on y réfléchisse. Vous savez que depuis un certain moment, on parle d'un fléau dans notre pays, à la République démocratique du Congo, c'est le tribalisme. Vous comprenez, le tribalisme, c'est un fléau qui est en train de ronger le pays depuis un certain temps, je crois. Cela a été accentué avec l'élection en 2018, où il y a eu vraiment une sorte de scission, une sorte de montée du tribalisme et il fallait arrêter cela. Bon, parmi les raisons pour arrêter cela, nous recourons à une expérience du passé avec le président Mobutu. Le président de Mobutu, pour solidifier l'unité nationale, qu'est-ce qu'il lui avait trouvé comme solution? D'abord, il nommait le gouverneur et il nommait le gouverneur non originaire. Vous comprenez? On prend quelqu'un du Bas-Congo, le cas qui est le plus même fréquent, Kondevila Kikanda, paix à son âme, je le cite, l'ancien gouverneur, qui est de la province du Congo central, mais qui fut un des meilleurs gouverneurs dans la province, je ne sais pas, à l'époque de la province du Nord Kivu. Vous voyez? Donc, il a tellement bien géré et cela s'est même démontré que lorsque nous avons changé, nous sommes passés à, je ne sais pas, à la Troisième République,
pour se faire élire, Kondevila Kikanda n'est pas allé dans sa province natale du Congo central. Il est allé se faire élire, je crois même 2 fois, dans la province de Nord Kivu. Des non-originaires, parce qu'ils ont gardé un très bon souvenir. Ça, c'est un cas. Je parle encore un deuxième cas de gouverneur toujours. Koyagiano, paix à son âme également. Il paraît que c'est lui le meilleur gouverneur de la province du Katanga, alors que lui-même était originaire de la province de l'Équateur, pour ne citer que ces deux-là. Donc, nous avons compris que pour réduire, pour endiguer ces fléaux-là, j'ai pris seulement le cas des gouverneurs, je pense que la nomination des gouverneurs non originaires aiderait pour beaucoup. Ça, c'est un. Rentrant toujours dans la situation des gouverneurs. Vous savez que les gouverneurs, la constitution actuelle prévoit l'élection des gouverneurs et non la nomination. Et ces gouverneurs sont élus par les assemblées provinciales. Et les assemblées provinciales les démettent aussi. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas constaté pour l'élection de gouverneurs? Ce n'est pas celui qui a un bon projet pour la province qui est élu. C'est celui qui a le plus d'argent. Celui qui arrive, passez-moi l'expression, à mettre les paquets à la disposition des députés provinciaux, c'est celui-là qui est élu. Et une fois élu, comme il avait certainement, il donne le paquet à des députés provinciaux pour se faire élire, ils deviennent en quelque sorte comme un détenu à ciel ouvert de ces députés provinciaux qui à tout moment les menacent. Alors, au lieu maintenant de travailler pour le compte de la province, ils travaillent plus pour le compte de ces députés qui peuvent le renverser à tout moment. Et la sanction ou la conséquence, c'est quoi? C'est que la province ne se développe pas. La province devient une affaire des députés provinciaux qui menacent le gouverneur. Et vous avez suivi dans la législature passée combien de provinces n'étaient-elles pas paralysées par rapport à cette situation-là. Ça, c'est le cas du gouverneur. Maintenant, je reviens à un autre cas, nous qui sommes de la diaspora. Vous savez que jusqu'à preuve du contraire, la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Et la sanction de cette disposition légale veut dire quoi? C'est-à-dire, chaque fois qu'un Congolais, pour une raison ou une autre, arrive à avoir une nationalité étrangère, la conséquence, c'est quoi? Elle perd la nationalité congolaise. Pensez-vous que cette disposition, nous avons raison vraiment de la conserver? Je vous pose la question, je pose la question à ceux qui nous suivent. Je n'ai pas besoin d'une réponse immédiate, mais je demande aux gens de réfléchir. Vous voyez, des Congolais qui ont immigré pour une raison ou une autre et qui ont eu des nationalités des pays qui les ont accueillis et on les prive de la nationalité. Donc, ils ne peuvent plus être utiles à leur pays. Ils ne peuvent plus rentrer pour être ne serait-ce qu'un bourgmestre pour diriger une commune. Il ne peut pas être conseiller communal parce que la condition pour ces postes d'élection, il faut être congolais. Vous comprenez? Alors lui, à partir du moment qu'il obtient une autre nationalité, il perd la nationalité congolaise. Et moralité, nous sommes privés d'une bonne ressource humaine, de beaucoup de gens qui ne peuvent plus apporter leur expertise au pays parce qu'ils ont été écartés. Et nous pensons que c'est une injustice qui doit être révisitée. Et nous sommes, je ne sais pas, la dernière ou l'unique nation au monde qui refuse cette double nationalité. Il faut laisser, il faut revoir pour que les Congolais aient la possibilité d'avoir cette double nationalité. Il peut être français, mais aussi congolais, et que s'il a des ambitions pour servir son pays, qu'il ne soit pas empêché pour une raison ou une autre. Et d'ailleurs, en ce qui concerne toujours cette nationalité, la conséquence c'est quoi? C'est que la plupart de nos dirigeants, ils ont 2, 3 nationalités, mais ils se cachent, ils se camouflent. Vous comprenez? Alors qu'il faut corriger cette erreur-là pour que nous puissions avancer. Corriger, bon, à un certain moment, ça pouvait être justifié, mais aux jours actuels, ce n'est pas justifié. Parce que vous avez eu un passeport américain, pour aller au Congo, il vous faut un visa. Vous rentrez chez vous, là où se trouve votre père, votre mère, là où se trouve la tombe de votre père, de votre mère, là où se trouvent vos frères, vos sœurs, vos amis avec qui vous avez grandi.
mais vous devrez justifier d'un visa. Et quand vous êtes là, vous devrez respecter les délais qui vous est impartis. Si c'est un visa de 30 jours, avant 30 jours, il faut quitter le territoire. Alors que vous êtes chez vous. Pensez-vous pas que c'est une irrégularité qui doit être corrigée? Je ne cite que ça et je laisse vous-même et ceux qui nous suivent de réfléchir par rapport à cela. Bota la loko andakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi le 20 décembre 2023. Ngai ba voté ngai pour na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normalité. Nyonso wana parce qu'il fallait koleka ba étape na ba étape oyo constitution na biso ezali kosenga. Place wana lokola par exemple validation à ba mandat na Assemblée nationale ezali loko moko ko salema en 2 jours. Tokoki ko ezolango 1 mois te pour être bureau provisoire et ça la misalati bureau définitif et au fan. Donc ezali ba biloko andengwana o esengeli kotala pour être toko kakobongisa yango. Eza lokola likambo ya ba gouverneur de province. Bota la ndenge ba province na biso ebele ezali bloqué pour être assemblée provinciale ceux qui ba sepeli na gouverneur te ba bandi bitumba. Ba bosani peuple congolais. Ba komi ko bundakati na bango oyo alingi kolongwa te oyo alobi ke okolongwa kaka. Donc biloko wana il faut totiela yango mayele total ndenge nini tokoki kosilisa yango po ete soki gouverneur azali wana souci na ye mission na ye ezala se moko ya kosalela peuple congolais. Nde moi bandakisa na pesi bino pona lakisa bino que constitution na biso ezali malamote. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans notre nouveau numéro de votre programme en connexion entre l'État du Missouri et l'État du Texas où nous parlons de la révision de la Constitution. De retour sur ce plateau numérique, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges où nous recevons pour vous Maître Freddy Nyangoulé Toumba, avec qui nous sommes en train d'échanger sur les motivations de la révision de la Constitution. Maître, nous allons parler d'un point. Beaucoup s'insurgent pour dire que la Constitution de la RDC n'a pas été écrite en République démocratique du Congo. La majorité, c'était les étrangers. Qui doit écrire la Constitution? Qui écrit? Ce sont les professeurs de l'université, ce sont les hommes politiques. À quel endroit la Constitution peut être écrite? Est-ce qu'on peut faire venir aussi des consultants pour pouvoir rédiger
la loi mère d'une nation. Maître Freddy Nyangoulé Toumba. En fait, le pouvoir originel, c'est lorsque une constitution naît. Vous comprenez? À la naissance d'une constitution, ça arrive assez souvent lorsque, par exemple, il y a un coup d'État et que l'on doit tout balayer pour que le nouveau pouvoir se donne un semblant de légitimité. On parlera alors en ce moment-là d'un pouvoir originel, c'est-à-dire une constitution qui naît à partir des belligérants qui viennent de renverser les institutions en place et qui veulent se donner un certain cadre juridique qui doit réglementer le reste. Ça, c'est le pouvoir originel. Les pouvoirs constituants dérivés, c'est ces pouvoirs-là qui, lorsqu'il faut revisiter la Constitution ou la réviser, l'on doit interroger la Constitution elle-même qui existe, qu'est-ce qu'elle dit pour sa rédaction. Vous comprenez, c'est le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Et je vous ai passé en revue la procédure de la révision constitutionnelle. Non seulement qu'il y a 4 catégories de personnes ou encore d'institutions qui peuvent initier la révision constitutionnelle, mais également, lorsqu'elles les initient, les biens fondés, c'est au niveau du Parlement. Alors, comme on parle du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est à ce niveau-là qu'une commission va être mise en place pour que les gens réfléchissent sur les dispositions qui posent problème. C'est-à-dire que la personne qui initie d'abord la révision constitutionnelle dénombre les matières qui posent problème et les motive. Quand ça arrive au niveau du Parlement, le Parlement peut confirmer la liste, l'infirmer ou encore réduire les matières proposées à la révision. Donc, vous verrez que le Parlement est constitué de qui? Le Parlement est constitué des députés et sénateurs. Le travail s'est fait en commission. Et une des commissions importantes, c'est la commission qu'on appelle PAJ. Vous comprenez, la commission politique, administrative et juridique. C'est cette commission-là qui comprend en son sein non seulement des juristes, mais également des politologues, des historiens, des sociologues, des philosophes. C'est autour de la commission sera créée. C'est au niveau du Parlement qu'on crée une commission qui comprend les expertises nécessaires pour arriver à examiner. Et évidemment, chacun fera son travail. Les historiens ont leur part du travail à faire, les sociologues ont leur part du travail à faire, mais tout cela sera coulé dans une sorte de moule juridique qui est faite par les juristes, parce que ce sont les juristes qui vont maintenant traiter des questions de la forme. On a besoin de tout le monde, même, comment dirais-je, les professeurs de français entrent aussi en ligne de compte pour analyser la phraséologie, toutes ces choses-là. C'est une commission, je crois, multisectorielle qui répond toutes ces personnes-là. Bon, par rapport au début de votre question, pour dire qu'une des motivations, c'est parce que la Constitution n'a pas été écrite ici, la Constitution vient de l'étranger et tout. Je me réserve d'aller dans ce sens-là parce que je n'ai pas vu un étranger comme tel. Je sais que cette constitution a trouvé ses origines dans les assises de Sun City. Et au Sun City, c'était des Congolais qui s'étaient retrouvés, mais c'était en quelque sorte sous l'encadrement de la communauté internationale. À l'époque, on parlait des CIAT, une institution comme ça, caractère international, qui accompagnait les Congolais, qui les aidait à se mettre ensemble. Pour rappel, vous savez que c'était au moment où les pays étaient presque divisés. Il y avait plusieurs partis rebelles qui régnaient en maître dans une portion de territoire. Alors, il fallait mettre les Congolais ensemble pour qu'ils renoncent à la guerre et qu'ils se mettent ensemble pour construire le pays. Et c'est de là qu'est née cette constitution. Alors, voilà pourquoi certaines personnes disent que c'est une constitution qui a été imposée aux Congolais, c'est une constitution qui est venue de l'étranger. Au moins, c'est tout ce que nous savons. Je ne sais pas dans les questions de fond par rapport à la rédaction, mais je sais au moins que c'est une constitution qui est venue d'un pays étranger. Vous comprenez? Les Congolais se sont retrouvés dans un pays étranger, en Afrique du Sud, c'est clair, et c'est de là que les Congolais sont rentrés avec cet accord, l'accord global inclusif, et c'est sur base de cet accord global et inclusif des institutions mises en place au niveau de Sun City que l'on a finalement élaboré la constitution qui a été votée en 2006. Vous comprenez, soumise au référendum. Donc, à partir du moment que cette constitution avait été soumise au référendum du peuple congolais en 2006, nous disons que le peuple congolais l'a endossé. Parce que le problème n'est pas
celui de dire qui a écrit exactement. Mais que ça soit des choses écrites, mais est-ce que le peuple l'a accepté, oui ou non? Vous comprenez? À partir du moment que le peuple l'accepte, il se l'approprie, ça devient son œuvre. Donc, cette tendance de dire que c'est une constitution qui est venue de l'étranger, qui a été élaborée par les étrangers, ne tient pas la route et ça nous réduit encore davantage. Les Congolais qui le disent, en tout cas, quelque part, ils renoncent à cette souveraineté et ce n'est pas bien de proclamer comme cela. Moi, je pense que nous devons accepter que c'est notre constitution, nous l'avons acceptée, nous l'avons endossée par voie de référendum, mais qui, à un certain moment, a présenté aussi ses limites. Et comme toutes les autres constitutions du monde, même aux États-Unis ici, il y a ce qu'on appelle les amendements. Donc, on peut amender pour l'adapter au mieux. C'est ce que nous sommes, que l'on est peut-être appelé à faire. Mais dire que c'est une constitution qui a été rédigée par les étrangers, c'est une constitution qui est venue de l'étranger, qui nous a été imposée, quelque part, ça nous réduit. Alors, quand on dit ça vient de l'étranger, qui sont allés voter cette constitution au référendum? Ce sont des Français, des Américains, des Belges? Je ne pense pas. À partir du moment que cette constitution a été soumise au référendum, et c'est le peuple congolais qui a voté oui au référendum, donc ça devient une propriété du peuple congolais. On ne peut pas attribuer ses origines à un étranger par élégance. Maître Freddy Toumba Niangoulé, c'est déjà la fin de ce programme. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro? Merci, M. Katende. Ça a été toujours pour nous un plaisir de recevoir de vos invitations pour intervenir dans votre magazine qui fait son bon nombre de chemins, qui nous aide tous par rapport aux thématiques que vous développez et d'améliorer nos connaissances. C'est tout ce que je peux dire. Donc, la révision n'étant pas un sujet tabou, il ne faut pas amener le peuple à l'erreur de dire que non, on ne peut pas. Non, toute constitution est révisable. Mais maintenant, la question, c'est à quel moment, dans quelle matière. Et si le peuple n'est pas d'accord, le peuple a des voies et moyens pour empêcher cette révision. Maître Freddy Toumba Niangoulé, un grand merci pour votre participation à ce programme. C'est moi qui vous remercie, M. Katende. De partout où vous avez suivi, nous avons reçu pour vous Maître Freddy Toumba Niangoulé. Nous avons abordé un sujet d'actualité concernant la révision de la Constitution. Réviser une Constitution, quand le faire? Est-ce que la Constitution est révisable? Quelles sont les matières qui peuvent être révisées? Est-ce que c'est un tabou? Quelle est l'opportunité? Notre participant à ce programme, depuis la ville de Saint-Louis, a répondu à nos questions. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.